15 ans à verser des larmes qui n'ont jamais existé. 15 ans à jouer la comédie d'une veuve inconsolable. Si les gens de mon village avaient su la vérité, mon Dieu, quelle honte j'aurais dû porter. Je m'appelle Armande, j'ai 88 ans aujourd'hui, et avant de mourir, j'ai besoin de me confesser. Pas à l'église, non. Le père Étienne est mort depuis longtemps, et de toute façon, je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité. C'est à vous que je veux me confesser, à vous qui me regardez à travers cet écran. Si vous aimez mon histoire, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et à me dire d'où vous me regardez. Cela me ferait tant plaisir de savoir que ma confession voyage à travers le monde. C'était en 1956, dans mon petit village de Normandie. Tout le monde me connaissait comme la veuve de Fernand Le Garec, l'homme qui avait été le boulanger du village pendant plus de 20 ans. Un homme respecté, admiré même. Le genre d'homme dont on disait qu'il était la colonne vertébrale de notre communauté. Mais personne ne savait qui était vraiment Fernand à la maison, derrière les portes fermées. Notre mariage avait été arrangé par mes parents. J'avais à peine 19 ans, lui en avait 32. Je me souviens encore du jour où ma mère m'a annoncé la nouvelle. « Armande, tu vas épouser le fils Le Garec. C'est un bon parti, il a repris la boulangerie de son père. Tu ne manqueras jamais de rien. » À cette époque, on ne discutait pas les décisions des parents. Le bonheur n'était pas une considération. La stabilité, la position sociale, la sécurité financière, voilà ce qui comptait. Les premières années n'étaient pas si terribles. Fernand était distant mais correct. Il travaillait beaucoup, se levait à 3 heures du matin pour préparer le pain, rentrait fatigué. Nous avions peu d'échanges, mais la vie suivait son cours. J'ai rapidement compris que l'amour ne ferait jamais partie de notre mariage, mais j'espérais au moins le respect mutuel, peut-être même l'amitié avec le temps. Tout a changé quand, après 5 ans de mariage, il est devenu évident que nous n'aurions pas d'enfants. Je ne sais pas si c'était de ma faute ou de la sienne. Les médecins de l'époque n'avaient pas les moyens de le déterminer avec précision. Mais Fernand a décidé que c'était moi la coupable. Une femme qui ne peut pas donner d'enfant, à quoi sert-elle ? Me disait-il souvent après avoir bu plus que de raison. L'alcool a révélé sa vraie nature. Ce n'étaient pas les coups qui faisaient le plus mal, bien qu'ils laissaient des marques que je devais cacher sous des manches longues, même en été. Non, c'étaient les mots, les humiliations constantes, le mépris dans ses yeux quand il me regardait. « Tu n'es même pas une vraie femme », me répétait-il. J'aurais dû écouter mon père et épouser la fille Moreau. Chaque soir, je priais pour qu'il s'endorme vite, terrassé par la fatigue et l'alcool. Et chaque matin, je me levais avant lui pour préparer son petit déjeuner, comme si rien ne s'était passé. Je souriais aux clients de la boulangerie, j'échangeais des banalités avec les femmes du village. « Fernand travaille tellement, vous avez de la chance d'avoir un mari si dévoué », me disait souvent Denise, notre voisine la plus curieuse. Et je hochais la tête en souriant, en murmurant « Oui, j'ai beaucoup de chance ». Personne ne voyait les bleus. Personne n'entendait les insultes. Dans notre petit village, les problèmes conjugaux restaient derrière les portes fermées. On ne parlait pas de ces choses-là. Une femme battue était une femme qui avait probablement fait quelque chose pour le mériter. C'était la mentalité de l'époque, aussi terrible que cela puisse paraître aujourd'hui. Les années passaient, lentement, douloureusement. J'avais appris à vivre comme un fantôme dans ma propre maison. Je faisais ce qu'on attendait de moi, sans plus. J'étais morte à l'intérieur, mais mon corps continuait de fonctionner, comme une horloge bien réglée. Et puis, un jour de 1965, je l'ai rencontré, Didier. Il était venu s'installer dans le village voisin, à seulement 5 kilomètres du nôtre. Il avait repris la quincaillerie après le départ à la retraite du vieux Lefort. Il venait de Bretagne, avec son léger accent qui me faisait sourire malgré moi. La première fois que je l'ai vu, c'était au marché. J'étais en train de choisir des légumes, et nos mains se sont frôlées en attrapant le même chou. Un geste anodin, insignifiant pour la plupart des gens. Mais quand on a vécu pendant 15 ans sans un geste tendre, le simple contact d'une main peut déclencher un tremblement de terre intérieur. « Pardon, madame », a-t-il dit avec un sourire. « Je vous en prie,
Prenez-le. Non, non, ai-je répondu, gêné. J'en prendrai un autre. Mais il a insisté et finalement, nous avons éclaté de rire devant cette situation ridicule. C'était la première fois que je riais vraiment depuis... Je ne me souvenais même plus depuis quand. Après cela, je me suis surprise à faire des détours pour passer devant sa quincaillerie. Parfois, j'entrais sous prétexte d'avoir besoin d'un clou, d'une vis, de n'importe quoi qui puisse justifier ma présence. Didier était toujours courtois, toujours souriant. Il me parlait comme à une personne, pas comme à un objet ou à une servante. Ses yeux ne contenaient pas de mépris, seulement une chaleur qui me réchauffait de l'intérieur. Un jour, alors que j'examinais des poignées de porte sans en avoir le moindre besoin, il m'a demandé « Madame Le Garec, puis-je vous inviter à prendre un café ? Il est presque midi et je ferme toujours pour la pause déjeuner. » J'aurais dû dire non. J'aurais dû inventer une excuse, rentrer à la maison, préparer le repas de Fernand qui rentrerait pour déjeuner dans moins d'1 heure. Mais au lieu de cela, j'ai entendu ma propre voix répondre « Oui, avec plaisir. » Nous sommes allés dans un petit café à l'autre bout du village où personne ne me connaissait. Nous avons parlé de choses simples au début, le temps, les nouvelles du village, la Bretagne qu'il avait quittée. Puis, petit à petit, nous avons parlé de choses plus personnelles. Il m'a raconté qu'il était veuf, que sa femme était morte en donnant naissance à leur fils, qui lui-même était mort quelques heures plus tard. Il avait quitté la Bretagne parce que chaque rue, chaque maison lui rappelait ce qu'il avait perdu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause de la gentillesse dans ses yeux, peut-être parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un après toutes ces années de silence, mais je lui ai raconté une partie de ma vie avec Fernand. Pas tout, bien sûr. Certaines choses étaient trop honteuses, trop douloureuses à admettre, mais assez pour qu'il comprenne que mon mariage n'était pas heureux. « Pourquoi restez-vous » m'a-t-il demandé doucement. « Où irai-je » ai-je répondu. « Je n'ai pas d'argent à moi. Mes parents sont morts, et le divorce, vous savez bien ce qu'on pense d'une femme divorcée dans nos villages. » Il a hoché la tête, compréhensif. Il ne m'a pas jugé, ne m'a pas dit que je devais être reconnaissante d'avoir un toit et de la nourriture, comme me l'avait si souvent répété ma propre mère. Il a juste écouté. Ce café a été le premier d'une longue série. Nous nous retrouvions 1 fois par semaine, toujours dans ce même café éloigné, toujours pendant la pause déjeuner quand Didier fermait sa boutique. Nous parlions, nous rions parfois. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vue, entendue, respectée. 6 mois après notre première rencontre, il a pris ma main par-dessus la table. Un geste simple, mais qui a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Jamais. « Armande, » a-t-il dit doucement, « je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » J'aurais dû retirer ma main. J'aurais dû lui dire que c'était impossible, que j'étais mariée, que nous ne pouvions pas continuer à nous voir. Au lieu de cela, j'ai serré sa main en retour et j'ai laissé couler les larmes que je retenais depuis trop longtemps. Ce jour-là, nous n'avons pas fait l'amour, ni même échangé un baiser. Mais quelque chose avait changé, irrémédiablement. J'avais admis, sans prononcer les mots, que je ressentais la même chose. Et pour la première fois, j'ai commencé à imaginer une vie différente, une vie où je pourrais être heureuse. Les semaines suivantes ont été un mélange de joie intense et de culpabilité dévorante. Chaque jeudi, je retrouvais Didier, et pendant 1 heure, j'étais une autre femme. Une femme qui riait, qui parlait, qui existait pleinement. Puis, je rentrais à la maison et redevenais l'ombre de moi-même, préparant le dîner de Fernand, subissant ses humeurs, ses colères, son indifférence quand il était sobre, sa violence quand il ne l'était pas. 1 mois plus tard, Didier m'a embrassée pour la première fois. C'était un jeudi pluvieux, et au lieu d'aller au café, nous nous étions réfugiés dans l'arrière-boutique de sa quincaillerie. Assis sur de vieilles caisses en bois, nous parlions à voix basse, même s'il n'y avait personne pour nous entendre. Et puis, au milieu d'une phrase, il s'est interrompu, a pris mon visage entre ses mains et a posé ses lèvres sur les miennes. Je devrais vous dire que j'ai résisté, que ma conscience m'a rappelé à l'ordre. Mais ce serait un mensonge. J'ai répondu à son baiser avec toute la passion contenue d'une femme qui découvre l'amour à 28 ans,
après avoir cru que ce sentiment n'existait que dans les romans. Ce baiser a marqué le début de notre véritable relation. Nous nous voyions toujours une fois par semaine. Mais maintenant, nous allions parfois dans la petite maison qu'il louait à la sortie du village. Là, dans l'intimité de sa chambre simple mais propre, j'ai découvert ce que c'était d'être aimé, vraiment aimé, par un homme. Pas seulement physiquement, bien que cet aspect ait été une révélation en soi, mais émotionnellement. Didier me regardait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Il écoutait mes pensées, mes rêves, mes peurs. Il me traitait avec une tendresse que je n'avais jamais connue. Pendant près de 2 ans, nous avons vécu ainsi, dans les interstices du temps, volant des moments de bonheur dans un monde qui n'aurait jamais accepté notre amour. Nous parlions parfois de partir, de tout laisser derrière nous et de commencer une nouvelle vie ailleurs, loin, très loin. Mais c'était un rêve impossible. Didier avait investi toutes ses économies dans la quincaillerie. Et moi, je n'avais rien à moi, pas même un compte en banque. Et puis un jour, tout a basculé. C'était un dimanche matin de février 1967. Fernand était parti très tôt à la boulangerie, comme d'habitude. Je me préparais pour aller à la messe quand j'ai entendu des voix agitées dans la rue. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai vu un attroupement devant la boulangerie. Mon cœur s'est serré. Quelque chose était arrivé. Je me suis précipitée dehors, sans même prendre le temps de mettre un manteau malgré le froid. En arrivant devant la boulangerie, j'ai vu Régine, ma seule véritable amie dans ce village, qui s'est précipitée vers moi avec un visage grave. « Armande, c'est Fernand. » Il a eu un malaise. Le médecin est déjà là, mais... Je n'ai pas attendu la fin de sa phrase. Je me suis frayé un chemin à travers la foule et je suis entré dans la boulangerie. Fernand était allongé sur le sol, derrière le comptoir. Le docteur Martin était penché sur lui, mais il s'est relevé quand il m'a vu entrer. « Je suis désolé, Madame Le Garec, » a-t-il dit doucement. « Votre mari a fait une crise cardiaque. Il est parti très vite. Il n'a probablement pas souffert. » Je suis resté là, immobile, incapable de réagir. Je devrais vous dire que j'ai pleuré, que je me suis effondré de chagrin. Mais ce serait encore un mensonge. À ce moment précis, je n'ai ressenti ni chagrin, ni soulagement, juste un vide immense. Comme si le temps s'était arrêté, comme si le monde autour de moi n'existait plus. C'est Régine qui m'a ramené à la maison, m'a fait asseoir, m'a préparé une tisane. « Pauvre Armande », répétait-elle, « si jeune et déjà veuve. » La vie est tellement injuste. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de formalités. L'enterrement a été organisé, les condoléances ont afflué. Tout le village est venu présenter ses respects à la veuve du boulanger. J'ai joué mon rôle à la perfection, les yeux rougis par des larmes forcées, la voix brisée par un chagrin que je ne ressentais pas. La culpabilité me rongeait. Non pas d'avoir trahi Fernand avec Didier, mais de ne pas réussir à éprouver la moindre tristesse pour la mort de l'homme qui avait été mon mari pendant 11 ans. Didier n'est pas venu à l'enterrement. Comment aurait-il pu? Personne ne savait que nous nous connaissions. Mais le jeudi suivant, quand tout le village pensait que j'étais allé me recueillir sur la tombe de mon mari, je me suis glissé discrètement jusqu'à sa maison. Quand il m'a ouvert la porte, j'ai vu dans ses yeux une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, de l'espoir. Et j'ai compris ce qu'il pensait avant même qu'il ne le dise. « Maintenant, nous pouvons être ensemble », a-t-il murmuré en me prenant dans ses bras. Vraiment ensemble, plus besoin de se cacher. J'ai voulu lui dire oui, j'ai voulu me laisser aller à cet espoir. Mais quelque chose en moi s'est glacé. Dans ce village où tout le monde me connaissait comme la veuve éplorée de Fernand Le Garec, comment pourrais-je apparaître au bras d'un autre homme, à peine quelques semaines après l'enterrement? Quelle femme ferait cela, sinon une femme qui avait trompé son mari de son vivant? La honte me submergeait déjà, rien qu'à y penser. « Nous ne pouvons pas, » ai-je répondu. « Pas maintenant, les gens parleraient. »« Laissons-les parler, » a-t-il dit. « Qu'importe ce qu'ils pensent, nous savons la vérité. Nous savons que notre amour est pur malgré les circonstances. »« Tu ne comprends pas, » ai-je insisté. « Dans ce village,
je ne serai jamais autre chose que la veuve de Fernand. Si nous nous affichons ensemble maintenant, ils sauront que nous étions déjà... » « Et alors ?» a-t-il demandé. « Tu as souffert pendant 11 ans dans ce mariage. Tu as le droit au bonheur maintenant. » Mais je ne pouvais pas. La peur était trop forte, la honte trop grande. J'ai promis à Didier que nous serions ensemble, mais plus tard, quand un temps raisonnable se serait écoulé, quand les langues auraient cessé de s'agiter. « Combien de temps ?» a-t-il demandé. « 1 an, ai-je répondu. Juste 1 an pour faire mon deuil aux yeux du village. Didier a accepté d'attendre, même si je voyais bien que cela lui brisait le cœur. Nous avons convenu de nous voir discrètement, loin du village, 1 fois par mois seulement, pour ne pas éveiller les soupçons. Le reste du temps, nous nous contenterions de lettres que nous échangerions par l'intermédiaire de Régine, la seule personne à qui j'avais osé confier une partie de mon secret. Pas tout, bien sûr. Je lui avais seulement dit que j'avais rencontré quelqu'un après la mort de Fernand. Un mensonge de plus dans cette vie déjà tissée de faux-semblants. Pendant ce temps, j'ai commencé à jouer mon rôle de veuve inconsolable avec une perfection qui m'effrayait moi-même. Chaque dimanche, après la messe, je me rendais au cimetière avec un bouquet de fleurs fraîches. Je restais là, agenouillée devant la tombe de Fernand, pendant suffisamment longtemps pour que tout le village puisse me voir. Et je pleurais. Oh oui, je pleurais. Mais pas pour Fernand. Je pleurais pour toutes ces années perdues, pour cette vie que je n'avais pas vécue, pour cet amour que je devais encore cacher comme une criminelle. Pauvre Armande, murmurait-on sur mon passage. Elle aimait tellement son mari, regardez comme elle souffre. Si seulement ils avaient su que mes larmes n'étaient pas pour l'homme qui gisait sous cette pierre, mais pour celui qui m'attendait, vivant, aimant, à seulement quelques kilomètres de là. La boulangerie avait été vendue à un jeune couple venu de la ville. Avec l'argent, j'avais pu acheter une petite maison à l'autre bout du village et vivre modestement, mais sans travailler. Pour la première fois de ma vie, j'étais indépendante financièrement. C'était un sentiment étrange, grisant presque. Je pouvais décider de ce que je mangeais, de l'heure à laquelle je me couchais, des vêtements que je portais, toujours noirs bien sûr, pour respecter mon deuil. Mais c'étaient mes décisions, pas celles de quelqu'un d'autre. Les mois passaient lentement, si lentement. Chaque lettre de Didier était comme une bouffée d'oxygène dans l'atmosphère étouffante du village. Il me racontait sa journée, me parlait de ses projets pour nous deux, me disait combien je lui manquais. Je relisais ces mots jusqu'à les connaître par cœur, puis je les brûlais dans ma cheminée, regardant les cendres emporter nos secrets. Nos rencontres mensuelles étaient à la fois merveilleuses et déchirantes. Nous nous retrouvions dans une petite auberge à 30 kilomètres de là, où personne ne nous connaissait. Pendant quelques heures, nous pouvions être nous-mêmes, nous tenir la main, nous embrasser, faire l'amour. Puis je rentrais au village, reprenant mon masque de veuve éplorée, comptant les jours jusqu'à notre prochaine rencontre. C'est Denise qui a commencé à avoir des soupçons. Cette femme avait toujours eu un don pour fourrer son nez dans les affaires des autres. Un jour, alors que je rentrais de l'une de mes rencontres avec Didier, elle m'a interpellée devant chez moi. « Armande, d'où venez-vous donc habillée comme ça ?» J'avais mis une robe bleue ce jour-là, la première touche de couleur dans ma garde-robe depuis la mort de Fernand. J'avais prévu de me changer avant de rentrer au village, mais j'avais été retardée et n'avais pas eu le temps. J'étais allée voir ma cousine à Rouen, ai-je improvisé, le cœur battant. Elle n'est pas très bien. Votre cousine, je ne savais pas que vous aviez de la famille à Rouen. C'est une cousine éloignée. Du côté de ma mère. Denise m'a regardée avec ses yeux qui semblaient tout voir, tout comprendre. C'est curieux, je vous ai vu prendre la direction opposée ce matin, vers l'ouest, pas vers Rouen. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Comment savait-elle de quel côté j'étais partie? M'avait-elle espionné? Vous devez vous tromper, ai-je répondu, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. J'étais bien à Rouen aujourd'hui. Si vous le dites, a-t-elle rétorqué avec un petit sourire qui ne présageait rien de bon.
Après tout, ce ne sont pas mes affaires si la veuve Le Garec commence à sortir en ville moins d'1 an après la mort de son mari. Dans une jolie robe bleue, qui plus est. Elle est partie avant que je puisse répondre, me laissant tremblante sur le pas de ma porte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Denise savait-elle quelque chose? Ou était-ce simplement sa nature médisante qui la poussait à faire des insinuations? Dans tous les cas, je devais être plus prudente. Le lendemain, j'ai écrit à Didier pour annuler notre prochaine rencontre. C'était trop risqué. Si les rumeurs commençaient à circuler, ma réputation serait ruinée, et avec elle, toute possibilité d'un avenir ensemble. Didier a compris, bien qu'il fût déçu. Dans sa réponse, il a proposé une solution. Pourquoi ne pas quitter le village? Nous pourrions aller vivre ailleurs, loin, où personne ne nous connaîtrait, où nous pourrions commencer une nouvelle vie ensemble. L'idée était tentante, si tentante. Partir, tout laisser derrière moi, cette maison, ces gens, ces regards, ces jugements. Mais quelque chose me retenait. La peur, peut-être. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui se passerait si les choses ne fonctionnaient pas entre Didier et moi. Ici, au moins, j'avais ma maison, mon indépendance. Si je partais avec lui et que tout s'effondrait, que me resterait-il? Et puis, il y avait cette étrange culpabilité que je n'arrivais pas à secouer. Pas envers Fernand. Comment pourrais-je me sentir coupable envers un homme qui m'avait fait souffrir pendant tant d'années? Non, c'était une culpabilité envers moi-même, envers cette femme que j'avais été, qui avait enduré en silence, qui n'avait jamais osé se rebeller. Comme si quitter le village était une trahison envers elle, envers sa souffrance. Alors j'ai temporisé. J'ai écrit à Didier que nous devions attendre encore un peu, juste quelques mois de plus, jusqu'à ce que l'année de deuil soit officiellement terminée. Ensuite, nous pourrions envisager de partir ensemble. Mais le destin en avait décidé autrement. Un mardi matin de janvier 1968, alors que je faisais mes courses au marché, le facteur est venu me trouver, un télégramme à la main. « C'est pour vous, Madame Le Garec, a-t-il dit, l'air grave. Ça vient de l'hôpital de Caen. » Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert le télégramme. Les mots ont dansé devant mes yeux. Monsieur Didier Moreau, admis d'urgence suite à un infarctus. État critique. Demande à vous voir. Le monde s'est arrêté de tourner. Didier, mon Didier, à l'hôpital, mourant peut-être, à l'heure qu'il était. Sans réfléchir, j'ai couru chez moi, j'ai jeté quelques affaires dans un sac et j'ai pris le premier bus pour Caen. Pendant tout le trajet, j'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. Pas Dieu, s'il vous plaît, pas lui, pas maintenant, pas quand nous étions si près de pouvoir être ensemble. Arrivé à l'hôpital, j'ai demandé à voir Didier Moreau. L'infirmière à l'accueil m'a regardé avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?» « J'ai hésité. Que pouvais-je dire? Je suis une amie très proche. Il a demandé à me voir. Je suis désolée, mais seule la famille est autorisée en ce moment. Son état est très grave. S'il vous plaît, ai-je supplié, les larmes aux yeux. Il n'a pas de famille. Sa femme est morte il y a des années. Je suis tout ce qu'il a. L'infirmière a hésité, puis a finalement hoché la tête. Chambre 307, 3e étage, mais pas plus de 10 minutes. J'ai monté les escaliers en courant, mon cœur battant si fort que je croyais qu'il allait exploser. Quand je suis entrée dans la chambre 307, j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Didier était là, allongé dans ce lit blanc, si pâle, si fragile, relié à toutes sortes de machines qui émettaient des bips réguliers. Il avait les yeux fermés. Je me suis approchée doucement et j'ai pris sa main dans la mienne. Elle était froide, si froide. « Didier », ai-je murmuré, « c'est moi, Armande. » « Je suis là. » Ses paupières ont frémi, puis se sont ouvertes lentement. Quand il m'a vue, un faible sourire a éclairé son visage. « Armande » a-t-il chuchoté, sa voix à peine audible. « Tu es venue. » « Bien sûr que je suis venue, » ai-je répondu, serrant sa main plus fort. « Comment te sens-tu » ? « Pas très bien, » a-t-il admis. « Les médecins disent que mon cœur est très abîmé. Ils ne sont pas sûrs que je... » « Ne dis pas ça, » l'ai-je interrompu. «
Tu vas te remettre. Tu dois te remettre. Nous avons tant de projets, tu te souviens? Cette maison près de la mer que tu voulais acheter, les voyages que nous voulions faire. Il a souri à nouveau, mais ses yeux étaient tristes. Armande, ma douce Armande. Je crois que ces projets devront attendre une autre vie. Non, ai-je protesté, les larmes coulant librement sur mes joues maintenant. Je ne te laisserai pas partir. Pas toi. Pas maintenant. Il a levé une main tremblante pour essuyer mes larmes. Ne pleure pas pour moi. J'ai été heureux, tu sais. Ces 3 dernières années ont été les plus belles de ma vie, malgré tout. T'aimer a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'ai posé mes lèvres sur les siennes, doucement, comme si j'avais peur de le briser. Je t'aime, ai-je murmuré contre sa bouche. Je t'aime tellement. S'il te plaît, ne me quitte pas. Mais déjà, je sentais sa main se relâcher dans la mienne. Ses yeux se sont fermés à nouveau, et le moniteur à côté de son lit a commencé à émettre un son différent, plus rapide, plus urgent. Une infirmière est entrée en courant, suivie d'un médecin. « Vous devez sortir, madame », a dit l'infirmière en me poussant vers la porte. Maintenant. J'ai été expulsée dans le couloir, la porte se refermant devant moi. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, je suis restée là, debout, figée, priant pour un miracle qui ne viendrait pas. Finalement, le médecin est sorti, l'air grave. « Je suis désolé », a-t-il dit simplement. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Le monde s'est effondré autour de moi. Didier était parti. Mon amour, mon espoir, ma raison de vivre, parti, comme ça, en un instant. Sans que j'aie eu le temps de lui dire tout ce que j'avais dans le cœur. Sans que nous ayons eu la chance de vivre cette vie que nous avions tant imaginée. On m'a laissé le voir une dernière fois pour lui dire adieu. Il semblait si paisible, comme s'il dormait. J'ai posé ma main sur son front, encore chaud, et j'ai promis, dans un murmure, que je ne l'oublierai jamais. Ensuite, il a fallu s'occuper des formalités. J'ai découvert que j'étais mentionnée dans son testament. Il m'avait tout laissé, sa maison, ses économies, sa quincaillerie. Mais comment pouvais-je expliquer cela au notaire, aux autorités? Comment pouvais-je justifier qu'un homme que je n'étais pas censé connaître m'ait fait son héritière? Alors j'ai menti. Encore. J'ai dit que nous nous étions rencontrés récemment, après la mort de mon mari, que nous étions devenus amis, rien de plus. J'ai refusé l'héritage, prétendant que je ne pouvais pas accepter une telle générosité de la part d'un simple ami. La quincaillerie a été vendue, l'argent donné à une œuvre de charité, selon les volontés subsidiaires de Didier. Le jour de son enterrement a été le jour le plus difficile de ma vie. Je suis venue, bien sûr. Comment aurais-je pu ne pas être là? Mais je me suis tenue à l'écart, au fond de la petite assemblée, voilée de noir comme la veuve que j'étais censée être. Pas la sienne, mais celle d'un autre homme que je n'avais jamais aimé. Je n'ai pas pu pleurer ouvertement sur sa tombe. Je n'ai pas pu hurler ma douleur comme je l'aurais voulu. Je n'ai pas pu m'effondrer, me rouler par terre, maudire ce Dieu cruel qui m'avait pris la seule personne que j'avais jamais aimée. Non, j'ai dû rester digne, discrète, comme une simple connaissance qui rend ses derniers respects. De retour au village, personne ne savait. Personne ne se doutait que mon cœur venait d'être arraché de ma poitrine, que chaque respiration était une agonie, que chaque seconde sans lui était un supplice. Pour eux, j'étais toujours la veuve Logarec, toujours en deuil de son mari. Alors j'ai continué à jouer mon rôle. Chaque dimanche, j'allais au cimetière, je déposais des fleurs sur la tombe de Fernand, et je pleurais. Mais ces larmes, ces vraies larmes que je versais enfin, n'étaient pas pour lui. Elles étaient pour Didier, pour notre amour perdu, pour cette vie que nous n'aurions jamais ensemble. Les années ont passé. 1, puis 2, puis 5, puis 10. J'ai continué à vivre dans ce village, entouré de gens qui pensaient me connaître, mais qui ne savaient rien de moi. J'ai continué à être la veuve Legarec, si fidèle à la mémoire de son mari. Parfois, des hommes me faisaient hors la cour, des veufs, des divorcés, cherchant une compagne pour leurs vieux jours.
Je les repoussai tous gentiment mais fermement. Comment aurait-il pu comprendre que mon cœur était enterré dans un cimetière à 30 kilomètres de là, dans une tombe que je ne pouvais même pas visiter ouvertement? Une fois par an, à l'anniversaire de sa mort, je prenais le bus jusqu'à son village. J'attendais que le cimetière soit désert, généralement en fin de journée, et je me glissais jusqu'à sa tombe. Je déposais une seule rose rouge, notre signe secret, du temps où nous nous écrivions, et je lui parlais à voix basse. Je lui racontais mon année, mes pensées, mes rêves qui ne se réaliseraient jamais. Puis je repartais avant que quelqu'un puisse me voir. C'est lors d'une de ces visites, 15 ans après sa mort, que j'ai rencontré son neveu. Je ne savais même pas que Didier avait de la famille. Il m'avait toujours dit qu'il était seul au monde. Mais apparemment, il avait un frère cadet qu'il n'avait pas vu depuis des années, et ce frère avait un fils, Philippe. Je venais de déposer ma rose quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Excusez-moi, madame, mais connaissiez-vous mon oncle ?» Je me suis retournée, surprise et effrayée. Un jeune homme d'une trentaine d'années se tenait là, me regardant avec curiosité. Il ressemblait tellement à Didier que mon cœur s'est serré dans ma poitrine. « Votre oncle ?» ai-je répété, ne sachant que dire. « Didier Moreau », a-t-il précisé en désignant la tombe. C'était le frère de mon père. Je ne l'ai jamais connu, mais mon père m'a toujours dit que j'avais ses yeux. C'était vrai. Il avait les mêmes yeux bleu-gris, la même façon de vous regarder comme si vous étiez la seule personne au monde. Oui, je le connaissais, ai-je finalement admis. Nous étions amis. Vous venez souvent ici, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Le gardien du cimetière m'a dit qu'une femme dépose une rose rouge sur cette tombe chaque année depuis 15 ans. C'est vous, n'est-ce pas? J'ai acquiescé, incapable de parler. Il devait beaucoup compter pour vous, a-t-il continué doucement. Plus que vous ne pourriez l'imaginer, ai-je murmuré. Il y a eu un silence, puis il a demandé. Pourriez-vous me parler de lui? Mon père refuse d'en parler. Il s'était brouillé avant ma naissance. Je ne sais presque rien de mon oncle, à part qu'il était quincaillier et qu'il est mort d'une crise cardiaque. J'ai hésité. Parler de Didier, c'était rouvrir des blessures qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Mais c'était aussi une chance de faire vivre sa mémoire, de partager avec quelqu'un, enfin, l'homme merveilleux qu'il avait été. Il était bon, ai-je commencé, les mots venant plus facilement que je ne l'aurais cru. Gentil, patient. Il avait cette façon de vous écouter comme si chaque mot que vous prononciez était important. Il aimait la mer, vous savez. Il rêvait d'avoir une maison au bord de l'océan un jour. Philippe est resté près d'1 heure avec moi ce jour-là, assis sur un banc du cimetière, à écouter mes souvenirs de Didier. Je lui ai raconté des anecdotes simples, des détails qui ne trahissaient pas la vraie nature de notre relation. Comment il arrangeait sa vitrine avec un soin méticuleux, comment il connaissait le nom de chaque outil dans sa boutique, comment il fredonnait toujours les mêmes chansons de Charles Trenet quand il travaillait. « Il me semble que vous le connaissiez très bien », a remarqué Philippe à un moment. J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Nous étions de bons amis », ai-je répondu, évitant son regard. J'habitais le village voisin. C'est étrange qu'il ne vous ait jamais mentionné dans ses lettres à mon père. Elles étaient rares, mais mon père les a toutes gardées. J'ai réalisé alors qu'il y avait des parties de sa vie qu'il gardait privées, même de moi. Peut-être pour me protéger, ou peut-être parce que certaines blessures étaient trop profondes pour être partagées. Philippe m'a regardé avec une intensité qui m'a rappelé douloureusement Didier. Ou peut-être qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas écrire à son frère. Nos yeux se sont croisés, et j'ai eu la terrible sensation qu'il savait tout, qu'il avait deviné la vérité. Pourtant, il n'a rien dit de plus. Il m'a simplement tendu une carte avec son adresse à Paris, où il vivait maintenant. Si jamais vous voulez parler davantage de lui, ou si vous avez des photos que vous aimeriez partager. Je voudrais en savoir plus sur cet homme qui était mon oncle. J'ai pris la carte, promettant de le contacter, sachant au fond de moi que je ne le ferais probablement jamais. Comment pourrais-je lui expliquer que je n'avais pas une seule photo de Didier et moi ensemble, que notre relation avait existé dans l'ombre, dans le secret, sans laisser de traces tangibles? De retour au village, cette rencontre m'a hantée pendant des semaines.
La présence de Philippe avait ravivé des souvenirs que j'avais tenté d'enfouir au plus profond de moi. Et ces questions avaient réveillé cette culpabilité que je traînais comme un boulet depuis la mort de Didier. La culpabilité de n'avoir pas eu le courage de vivre notre amour au grand jour quand il était encore temps. L'automne est arrivé, puis l'hiver. La vie au village suivait son cours immuable. J'avais maintenant la cinquantaine et j'étais considérée comme une institution locale, la veuve Legarec, qui n'avait jamais cessé de pleurer son mari, qui se rendait fidèlement sur sa tombe chaque dimanche depuis près de 20 ans. Les enfants du village me regardaient avec un mélange de curiosité et de crainte, comme si j'étais un personnage de conte, la dame en noir qui vivait seule avec ses souvenirs. Cette année-là, Régine est tombée malade. Un cancer, ont dit les médecins. Elle a décliné rapidement, et en quelques mois, elle était alitée, recevant des visites à domicile du médecin qui ne pouvait plus rien pour elle, si ce n'est atténuer la douleur. Je passais la voir tous les jours, lui apportant des livres, des fleurs, parfois un peu de soupe. Nous parlions de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de sa maladie, comme si ne pas en parler pouvait la faire disparaître. Un après-midi de mars, alors que la neige fondait doucement dehors, elle m'a pris la main avec une force surprenante pour quelqu'un de si affaibli. « Armande, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure, je dois te dire quelque chose avant de partir. » « Ne parle pas comme ça, l'ai-je interrompu. Tu vas te remettre. » Elle a secoué la tête avec un petit sourire triste. « Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est important. » J'ai serré sa main, retenant mes larmes. Régine était ma seule véritable amie dans ce village. La seule personne qui connaissait une partie de mon secret, qui ne me jugeait pas. « Je sais tout, a-t-elle dit doucement. À propos de toi et de Didier, je l'ai toujours su. Mon cœur s'est arrêté. Que veux-tu dire? Je t'ai dit que je l'avais rencontré après la mort de Fernand. Armande, m'a-t-elle coupé avec un regard plein de tendresse. Je t'ai vu avec lui, une fois, par hasard. C'était environ 1 an avant la mort de Fernand. J'étais allée à la ville voisine pour voir ma sœur, et je vous ai aperçus tous les deux, assis à la terrasse d'un café. La façon dont vous vous regardiez, ce n'était pas le regard de simple connaissance. J'ai senti le sang quitter mon visage. Pendant toutes ces années, elle avait su et n'avait rien dit. Tu ne m'as jamais rien dit, ai-je balbutié. Ce n'était pas à moi de juger, a-t-elle répondu simplement. Je connaissais Fernand, je voyais comment il te traitait quand il pensait que personne ne regardait. Ces bleus que tu essayais de cacher. Non, je ne pouvais pas te blâmer d'avoir trouvé un peu de bonheur ailleurs. Les larmes coulaient librement sur mes joues maintenant. J'ai tellement honte, Régine. Pas d'avoir aimé Didier, mais d'avoir été trop lâche pour l'assumer. Si j'avais eu le courage de partir avec lui quand il me l'a demandé, peut-être qu'il serait encore en vie aujourd'hui. Tu ne peux pas savoir cela, a-t-elle dit doucement. Son cœur était peut-être déjà malade. Et tu as fait ce que tu pouvais avec les moyens que tu avais à l'époque. La société n'était pas tendre avec les femmes comme nous, Armande, surtout dans un petit village comme le nôtre. Mais maintenant, c'est trop tard, ai-je murmuré. Il est parti, et je suis toujours ici, prétendant pleurer un homme que je n'ai jamais aimé. Il n'est jamais trop tard pour vivre, Armande. Pas tant que tu respires encore. Elle a serré ma main plus fort. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que quand je ne serai plus là, tu cesseras cette mascarade. Tu n'as plus rien à prouver à personne, et certainement pas aux gens de ce village. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes larmes. La vie est trop courte pour la vivre dans l'ombre des autres, Armande. Je l'ai appris trop tard. Ne fais pas la même erreur. Régine est morte 3 jours plus tard, paisiblement dans son sommeil. À son enterrement, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré à celui de Fernand. Des larmes sincères, des larmes pour une amie véritable qui m'avait comprise et acceptée telle que j'étais. Après sa mort, ces paroles ont continué à résonner en moi. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Mais comment pouvais-je commencer à vivre maintenant, à plus de 50 ans, après avoir passé la moitié de ma vie à prétendre être quelqu'un que je n'étais pas? Comment pouvais-je soudain changer,
aux yeux du village. Un matin de printemps, 2 mois après la mort de Régine, j'ai pris une décision. Je me suis habillée d'une robe vert pâle que j'avais achetée des années auparavant, mais que je n'avais jamais osé porter. J'ai laissé mes cheveux libres, au lieu de les attacher en un chignon sévère, comme je le faisais depuis la mort de Fernand. Et je suis sortie faire mes courses, la tête haute. Les réactions ont été immédiates. Des regards surpris, des chuchotements derrière mon dos, des sourires gênés. Denise, toujours là pour commenter la vie des autres, m'a abordée devant la boulangerie. « Armande, quelle surprise de vous voir si colorée. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. » Il y avait une pointe d'accusation dans sa voix, comme si porter de la couleur après tant d'années de noir était une sorte de trahison. « Oui, Denise, je vais mieux, » ai-je répondu calmement. « La vie continue, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, a-t-elle acquiescé, l'air un peu décontenancé par ma franchise. « C'est juste que, après toutes ces années, enfin, je suppose que 20 ans de deuil, c'est suffisant, même pour l'homme le plus aimé ?» J'ai failli rire à l'ironie de ses paroles. L'homme le plus aimé, si seulement elle savait. En effet, c'est suffisant, ai-je simplement répondu avant de continuer mon chemin. Ce petit changement dans ma garde-robe a été le début d'une transformation plus profonde. Petit à petit, j'ai commencé à vivre différemment. J'ai arrêté d'aller au cimetière tous les dimanches. J'y allais toujours, mais moins régulièrement, et sans cette mise en scène de la veuve éplorée. J'ai commencé à accepter des invitations que j'avais toujours déclinées auparavant. Des dîners chez des voisins, des sorties au marché de la ville voisine. Certains au village ont vu ce changement d'un bon œil. « C'est bien qu'elle se remette enfin à vivre », disaient-ils. D'autres étaient plus critiques, comme si mon deuil éternel avait été une sorte de garantie de moralité à leurs yeux, et que mon retour à la vie était suspect. Un jour, M. Laurent, le nouveau directeur de l'école qui avait emménagé dans le village quelques années auparavant, m'a invité à prendre un café après m'avoir croisé à la bibliothèque municipale. C'était un homme gentil, veuf lui aussi, d'une 60aine d'années. Notre conversation a été agréable, simple, sans arrière-pensée. Il m'a parlé de ses élèves, de son amour pour la littérature, de sa fille qui vivait à Paris. Je lui ai parlé de mon jardin, des livres que j'aimais lire, de mes promenades dans la campagne environnante. Quand il m'a raccompagné chez moi, il m'a demandé s'il pouvait me revoir. J'ai hésité, prise de court. C'était la première fois qu'un homme me manifestait un intérêt depuis Didier. La première fois que j'envisageais même la possibilité d'une relation, aussi platonique soit-elle. « Je comprends si c'est trop tôt », a-t-il ajouté rapidement, interprétant mon silence comme un refus. « Après tout, la perte d'un être cher… »« Non, ce n'est pas ça, » l'ai-je interrompu. « C'est juste que je n'ai pas l'habitude. Mais oui, j'aimerais vous revoir. » Nous avons commencé à nous voir régulièrement, d'abord pour des cafés à la terrasse du seul bistrot du village, puis pour des promenades le long de la rivière, et finalement pour des dîners qu'il préparait chez lui ou que je cuisinais chez moi. C'était une relation douce, respectueuse, sans passion dévorante comme celle que j'avais connue avec Didier, mais réconfortante dans sa simplicité. Le village, bien sûr, a commenté. « La veuve Le Garec a finalement trouvé un remplaçant », murmurait-on. Comme si Fernand avait été un mari aimant dont il fallait honorer la mémoire. Comme si ma vie entière devait être définie par mon statut de veuve. Un soir, alors que nous étions assis dans mon salon après le dîner, Henri, c'était le prénom de M. Laurent, m'a pris la main et m'a demandé si je voulais l'épouser. « Je sais que ce n'est pas de la grande passion, Armande, » a-t-il dit avec sa franchise habituelle. « Nous sommes trop vieux pour ces folies. Mais je vous apprécie beaucoup et je pense que nous pourrions être heureux ensemble, plus heureux que seuls, en tout cas. » J'ai regardé cet homme bon, cet homme qui ne savait rien de mon passé, de mes mensonges, de mon véritable amour perdu. Et j'ai pensé à ce que Régine m'avait dit avant de mourir. Il n'est jamais trop tard pour vivre. Henri, ai-je dit doucement. Avant de vous répondre, il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi, sur mon passé. Et là, pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai raconté toute l'histoire.
Mon mariage arrangé avec Fernand, les mauvais traitements que j'avais subis, ma rencontre avec Didier, notre amour secret, sa mort, et les années que j'avais passées à feindre le deuil d'un homme que je n'avais jamais aimé. Henri m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à la compassion, à la tristesse, et parfois à une colère contenue quand je parlais de ce que Fernand m'avait fait subir. Quand j'ai terminé, j'étais épuisée, vidée, mais aussi étrangement libérée. C'était comme si un poids énorme avait été soulevé de mes épaules. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un connaissait toute la vérité sur moi. « Je comprendrais que vous ne vouliez plus m'épouser maintenant, » ai-je dit, les yeux baissés. « Maintenant que vous savez que je suis une menteuse, une hypocrite qui a trompé son mari et qui a ensuite trompé tout un village pendant des années. » Henri est resté silencieux un moment, puis il a pris mes mains dans les siennes. « Armande, regardez-moi. » J'ai levé les yeux, m'attendant à voir du dégoût, du jugement. Mais tout ce que j'ai vu dans ses yeux était de la compréhension. « Vous n'êtes pas une hypocrite ou une menteuse, » a-t-il dit fermement. « Vous êtes une femme qui a fait ce qu'elle devait faire pour survivre dans un monde qui ne lui donnait pas beaucoup d'options. Je n'ai jamais connu Fernand, mais d'après ce que vous m'avez raconté, vous n'aviez rien à lui devoir, ni fidélité, ni respect, et certainement pas le sacrifice de votre bonheur. » Les larmes me sont montées aux yeux. Mais toutes ces années à prétendre, vous vous êtes protégé. Dans une petite communauté comme celle-ci, à cette époque, qu'auriez-vous pu faire d'autre? Partir seul, sans ressources, sans soutien? Et après la mort de Didier, continuer cette mascarade était peut-être votre façon de lui rester fidèle, à lui, pas à Fernand. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais il y avait une vérité dans ces paroles qui résonnaient en moi. Oui, d'une certaine façon, en continuant à jouer le rôle de la veuve inconsolable, je pleurais Didier, pas Fernand. C'était ma façon tordue de vivre mon véritable deuil dans une société qui ne m'aurait pas permis de le faire ouvertement. « Alors, vous ne me méprisez pas ?» ai-je demandé, incrédule. « Vous méprisez ? Armande, je vous admire. Vous avez traversé des épreuves que je ne peux même pas imaginer, et vous êtes toujours là, toujours debout, toujours capable d'ouvrir votre cœur malgré tout. Comment pourrais-je vous mépriser ?» Il a porté mes mains à ses lèvres et les a embrassées doucement. « Ma proposition tient toujours. Si vous voulez de moi comme mari, je serai honorée. Mais si vous préférez rester simplement amis, je comprendrai aussi. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez que votre secret est en sécurité avec moi. » J'ai regardé cet homme bon, ce cadeau inattendu que la vie m'offrait sur le tard, et j'ai su ma réponse. « Je ne peux pas vous promettre le grand amour, Henri. Une partie de mon cœur restera toujours avec Didier. Mais si vous pouvez accepter cela, alors oui, je serai heureuse de devenir votre femme. » Il a souri, un sourire plein de compréhension et d'affection. « Je ne vous demande pas d'oublier Didier. L'amour n'efface pas l'amour, Armande. Il s'y ajoute. » Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard, dans une cérémonie simple à la mairie. Le village entier était présent, curieux de voir la veuve Le Garec finalement remariée après tant d'années. Si certains jugeaient encore, leurs murmures ne m'atteignaient plus. J'avais enfin appris à vivre pour moi-même, pas pour le regard des autres. Henri et moi avons eu 10 belles années ensemble. Ce n'était pas la passion dévorante que j'avais connue avec Didier, mais c'était une affection profonde, un respect mutuel, une compréhension que je n'avais jamais espéré trouver à nouveau. Il est mort paisiblement dans son sommeil à l'âge de 72 ans, et cette fois, les larmes que j'ai versées à l'enterrement étaient sincères, sans artifice. Après sa mort, j'ai décidé de quitter le village. Il n'y avait plus rien qui me retenait là, et trop de souvenirs, bons et mauvais, hantaient chaque rue, chaque maison. J'ai vendu ma maison et j'ai déménagé dans une petite ville côtière de Normandie, pas trop loin de la tombe de Didier que je continuais à visiter 1 fois par an, mais assez loin pour commencer une nouvelle vie. C'est là que j'ai vraiment commencé à respirer, à être moi-même pour la première fois. J'ai rejoint des clubs de lecture, j'ai pris des cours de peinture, j'ai voyagé un peu, toutes ces choses que je n'avais jamais osé faire avant, et surtout, j'ai cessé de me sentir coupable. Coupable d'avoir aimé Didier,
coupable de ne pas avoir pleuré Fernand, coupable d'avoir menti pendant tant d'années. Un jour, en nettoyant mes papiers, j'ai retrouvé la carte que Philippe, le neveu de Didier, m'avait donnée au cimetière tant d'années auparavant. Sur une impulsion, je lui ai écrit une lettre. Je ne lui ai pas tout raconté. Certaines vérités sont trop intimes pour être partagées avec un quasi-étranger. Mais je lui ai parlé davantage de son oncle, de sa gentillesse, de son rire, de son amour pour la mer. À ma grande surprise, il m'a répondu. Et cette correspondance a été le début d'une amitié inattendue. Philippe venait me voir parfois, avec sa femme et plus tard avec leurs enfants. Quand sa fille est née, ils l'ont appelée Diane, le deuxième prénom de Didier que peu de gens connaissaient, mais que j'avais mentionné dans une de mes lettres. Ces visites étaient comme un lien ténu avec Didier, une façon de garder son souvenir vivant, pas dans la douleur et les regrets comme avant, mais dans la joie et la reconnaissance pour le peu de temps que nous avions eu ensemble. J'ai vécu dans cette petite ville côtière pendant près de 15 ans, respirant l'air salin chaque matin, écoutant le cri des mouettes qui me réveillaient au lieu du son des cloches de l'église du village. Parfois, en me promenant le long de la plage, je pensais à Didier et à cette maison au bord de la mer que nous avions tant rêvé d'avoir ensemble. « Voilà mon amour », murmurais-je parfois dans le vent. « J'y suis arrivé, même si c'est sans toi. » Ma vie s'était transformée d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer dans mes années de solitude au village. J'avais des amis maintenant, de vrais amis qui me connaissaient pour ce que j'étais, pas pour le rôle que je jouais. J'avais rejoint un club de lecture où nous débattions passionnément des livres que nous n'aurions jamais osé lire publiquement dans mon ancien village. Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, des auteurs qui parlaient de la condition des femmes, de leur liberté, de leurs désirs. J'avais aussi découvert la peinture, guidée par une artiste locale qui donnait des cours aux retraités. Mes premières toiles étaient maladroites, bien sûr, mais avec le temps, j'ai appris à exprimer sur la toile ce que je n'avais jamais pu dire avec des mots. J'ai peint la mer, encore et encore, sous toutes ses humeurs, déchaînée sous l'orage, calme au lever du soleil, scintillante sous la lune. Et parfois, dans un coin de la toile, j'ajoutais une silhouette masculine, de dos, regardant l'horizon. C'était ma façon de garder Didier avec moi, mon petit secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Philippe venait me voir 2 ou 3 fois par an avec sa famille. Sa femme, Claire, était une femme charmante qui m'avait tout de suite adoptée comme une grand-mère de substitution pour leurs enfants. Leur fille aînée, Diane, nommée en hommage à Didier, avait développé un attachement particulier pour moi. Dès l'âge de 6 ans, elle m'écrivait de petites lettres maladroites que je conservais précieusement dans une boîte en bois que Didier m'avait offerte. Diane me ressemblait étrangement, non pas physiquement, mais dans sa sensibilité, dans sa façon de voir le monde. « Elle a l'âme d'une artiste comme vous », me disait souvent Philippe. Ces mots me touchaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. C'était comme si, à travers cet enfant qui portait le nom de Didier, une partie de notre amour continuait à vivre, à se transmettre. Quand Diane a eu 12 ans, Philippe me l'a confiée pour 2 semaines pendant l'été. « Elle veut apprendre à peindre avec vous », m'a-t-il dit. Et Claire et moi avons besoin de passer du temps avec les petits. Les petits, c'étaient les jumeaux, Mathieu et Lucie, nés 10 ans après Diane, un miracle tardif pour Claire qui pensait ne plus pouvoir avoir d'enfants. Ces 2 semaines avec Diane ont été parmi les plus belles de ma vie. Nous nous levions tôt chaque matin pour capturer la lumière de l'aube sur la mer. Nous passions des heures sur la plage, elle à dessiner, moi à lui montrer comment saisir le mouvement des vagues, la texture du sable, la transparence de l'eau. Le soir, nous cuisinions ensemble, et elle me racontait sa vie à Paris, ses rêves de devenir artiste, ses amours de préadolescente qui me faisaient un sourire. Un soir, alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder les étoiles, elle m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. « Grand-mère Armande », c'est ainsi qu'elle m'appelait bien que nous n'ayons aucun lien de sang. « Est-ce que tu as déjà été vraiment amoureuse ? Je veux dire, pas comme avec grand-père Henri, mais vraiment amoureuse, comme dans les romans ?» J'ai senti mon cœur se serrer. «
Comment expliquer à une enfant de 12 ans la complexité de l'amour, la différence entre l'affection profonde que j'avais ressentie pour Henri et la passion dévorante que j'avais connue avec Didier? Oui, Diane, ai-je finalement répondu. J'ai été vraiment amoureuse une fois dans ma vie. De qui? A-t-elle demandé avec cette curiosité directe propre aux enfants. J'ai hésité. Devais-je lui dire la vérité? Philippe ne lui avait certainement jamais parlé de mes visites annuelles sur la tombe de son grand-oncle. C'était il y a très longtemps, ai-je dit doucement, d'un homme merveilleux que la vie a mis sur mon chemin trop brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort? Oui, il est mort, avant que nous ayons vraiment eu la chance de vivre notre amour pleinement. Elle a réfléchi un moment, ses yeux fixés sur les étoiles. C'est triste, a-t-elle finalement dit, mais c'est aussi beau d'une certaine façon, comme dans Roméo et Juliette, sauf que tu as continué à vivre. J'ai souri malgré moi. Oui, j'ai continué à vivre. C'est ce qu'il aurait voulu, je pense. Tu l'aimes encore? A-t-elle demandé. On n'arrête jamais vraiment d'aimer quelqu'un, Diane, ai-je répondu. L'amour change, évolue, mais il ne disparaît pas complètement. Il devient une partie de toi, comme les couches d'un arbre qui continue à grandir. Elle a hoché la tête, semblant comprendre au-delà de son âge. C'est pour ça que tu peins toujours cet homme de dos dans tes tableaux? C'est lui, n'est-ce pas? Sa perspicacité m'a stupéfiée. Je n'avais jamais parlé de cette habitude à personne, pas même à Philippe ou à Claire. Comment cette enfant avait-elle pu le remarquer? Et surtout, faire le lien. Tu es très observatrice, ai-je dit en éludant la question. Papa dit que j'ai l'œil de l'artiste, a-t-elle répondu avec un petit sourire fier. Alors c'est lui? J'ai fini par hocher la tête. Oui, c'est lui. C'est ma façon de le garder avec moi, de l'emmener voir tous ces endroits que nous avions rêvé de visiter ensemble. Elle s'est appuyée contre moi, sa tête sur mon épaule. Je trouve ça beau. Un jour, j'aimerais aimer quelqu'un comme ça. J'ai embrassé ses cheveux, émue par sa sensibilité. Je te souhaite d'aimer et d'être aimée, ma petite Diane. Mais surtout, je te souhaite d'avoir le courage de vivre cet amour pleinement, sans regret, sans remords. Après cette conversation, notre lien s'est encore approfondi. Diane est revenue chaque été, parfois seule, parfois avec sa famille. À mesure qu'elle grandissait, nos discussions devenaient plus profondes, plus personnelles. Elle me confiait ses espoirs, ses peurs, ses premières expériences amoureuses. Et moi, petit à petit, je lui racontais des fragments de ma vie. Pas tout, bien sûr, mais assez pour qu'elle comprenne que le chemin vers le bonheur n'est jamais simple ni direct. Quand elle a eu 18 ans, elle est entrée aux Beaux-Arts de Paris, réalisant le rêve que j'avais abandonné si jeune. Je la suivais de loin, fière de ses progrès, de sa détermination. Elle m'envoyait des photos de ses œuvres, me demandait mon avis, même si je savais que mon expérience d'autodidacte ne valait pas grand-chose face à l'éducation artistique qu'elle recevait. C'est à cette époque que j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Denise, l'ancienne commère du village. Elle m'écrivait pour m'informer que le village organisait une fête pour célébrer son 200e anniversaire et que tous les anciens habitants étaient invités à revenir pour l'occasion. « Ce serait un honneur de vous revoir, Madame Laurent », écrivait-elle, utilisant mon nom de mariage avec Henri. « Vous avez fait partie de l'histoire de notre village pendant si longtemps. » J'ai longuement hésité. Retourner là-bas, après toutes ces années, revoir ces rues, ces visages qui avaient été témoins de mes mensonges, de ma double vie. L'idée me terrifiait et m'attirait à la fois. Une partie de moi voulait voir ce qu'était devenu ce lieu qui avait été à la fois ma prison et mon refuge. Une autre partie craignait de réveiller des fantômes que j'avais mis tant d'années à apaiser. C'est Diane qui m'a finalement convaincue d'y aller. Ce serait comme boucler la boucle, a-t-elle dit quand je lui ai parlé de l'invitation. Et puis, tu n'es plus la même personne qu'à l'époque. Tu es forte maintenant, libre. Tu n'as plus rien à craindre de ces gens ou de leur jugement. Elle avait raison, bien sûr. J'avais maintenant 75 ans. Qu'avais-je encore à craindre? J'ai donc accepté l'invitation et Diane a insisté pour m'accompagner. « Je veux voir où tu as vécu », a-t-elle dit. «
Je veux comprendre d'où tu viens pour mieux comprendre qui tu es. Nous sommes arrivés au village par une belle journée de juin. Il avait changé, bien sûr, comme tout change avec le temps. De nouvelles maisons avaient été construites à la périphérie, l'ancienne école avait été transformée en mairie, la boulangerie de Fernand était maintenant une boutique de souvenirs touristiques. Mais l'église était toujours là, austère et immuable, et le cimetière où j'avais fait semblant de pleurer pendant tant d'années s'étendait toujours sur la colline qui dominait le village. Les retrouvailles ont été étranges, comme dans un rêve. La plupart des gens de mon âge étaient soit morts, soit partis vivre ailleurs. Ceux qui restaient étaient les enfants et les petits-enfants des personnes que j'avais connues. Denise était toujours là, bien sûr, presque nonagénaire, mais toujours aussi bavarde, toujours aussi curieuse de la vie des autres. « Armande !» s'est-elle exclamée en me voyant, ses yeux plissés parcourant mon visage comme pour y déchiffrer les années passées. « Vous n'avez pas changé. Enfin, un peu, bien sûr, nous avons tous vieilli, mais vous avez toujours cette présence. Et qui est cette charmante jeune femme ?» J'ai présenté Diane comme la petite-fille d'une amie très chère, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Denise a hoché la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle n'était pas dupe. Elle avait toujours eu ce don de sentir les secrets. La journée s'est déroulée dans une atmosphère de fête étrange. Il y avait des discours, des chansons, un repas partagé sur la place du village. Les gens venaient me saluer, me demandaient de mes nouvelles, évoquaient des souvenirs auxquels je n'avais pas pensé depuis des décennies. Je souriais, je répondais poliment, mais je me sentais comme une étrangère, une visiteuse d'un autre monde. Diane observait tout avec son œil d'artiste, prenant parfois des photos, griffonnant dans son carnet de croquis. Je savais qu'elle essayait de capturer l'essence de ce lieu qui avait façonné une grande partie de ma vie. En fin d'après-midi, alors que la fête battait son plein, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner un peu. Sans vraiment y penser, mes pas m'ont mené vers le cimetière. Diane m'a suivi en silence, respectant mon besoin de solitude tout en restant à proximité. La tombe de Fernand était toujours là, bien sûr, mais négligée maintenant. Personne n'était venu déposer des fleurs depuis longtemps. L'inscription sur la pierre était à peine lisible, effacée par les années de pluie et de vent. Je suis resté là, debout devant cette tombe qui avait été le théâtre de ma plus grande mascarade, et j'ai ressenti rien. Ni haine, ni colère, ni rancœur. Juste une indifférence tranquille. Fernand appartenait à un passé si lointain qu'il semblait presque appartenir à la vie d'une autre femme. « C'était ton premier mari ?» a demandé doucement Diane, qui s'était approchée. J'ai acquiescé. « Oui. » Fernand Le Garec, le boulanger du village. « Vous étiez heureux ensemble ?» J'ai hésité. Devais-je continuer à mentir, même ici, même maintenant? Non, j'étais trop vieille pour les mensonges, et Diane méritait la vérité. Non, ai-je répondu simplement. Nous n'étions pas heureux. C'était un mariage arrangé, comme c'était souvent le cas à l'époque. Il n'était pas un homme gentil. Elle a froncé les sourcils, saisissant immédiatement ce que je ne disais pas. Il te faisait du mal? Oui. Physiquement, émotionnellement. C'était une autre époque, Diane. Les femmes n'avaient pas beaucoup d'options. Elle a pris ma main et l'a serrée fort. « Je suis désolée que tu aies dû vivre ça. » J'ai souri tristement. C'était il y a longtemps, une autre vie. Nous sommes restés un moment en silence, puis elle a demandé « Et l'homme dont tu m'as parlé, celui que tu aimais vraiment, il était d'ici aussi ?»« Non, » ai-je répondu. « Il venait du village voisin. Il s'appelait Didier. » Son visage s'est éclairé d'une compréhension soudaine. « Comme mon deuxième prénom, Didier ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers l'émotion qui m'étreignait. « Papa ne m'a jamais dit pourquoi j'avais ce prénom, » a-t-elle murmuré. Il a juste dit que c'était en l'honneur d'un oncle qu'il n'avait jamais connu. « Ton père a été très gentil avec moi, » ai-je dit doucement. Il m'a permis de garder une connexion avec Didier, à travers vous tous. Diane m'a regardé intensément et j'ai vu dans ses yeux qu'elle commençait à assembler les pièces du puzzle.
Grand-mère Armande, a-t-elle dit lentement, est-ce que Didier était l'oncle de mon père, celui dont il porte le nom? J'ai pris une profonde inspiration. Après toutes ces années, il était peut-être temps que quelqu'un d'autre que moi connaisse toute l'histoire. Oui, ai-je répondu. Didier Moreau, le frère du grand-père que tu n'as jamais connu. Mais alors? Ses yeux s'écarquillaient à mesure que la compréhension se faisait. Vous vous êtes connus quand? Pendant que j'étais mariée à Fernand, ai-je admis, baissant la voix même s'il n'y avait personne pour nous entendre. Nous nous sommes aimés en secret pendant près de 2 ans. Puis Fernand est mort, et nous pensions que nous pourrions enfin être ensemble. Mais Didier est mort aussi, quelques mois plus tard. Une crise cardiaque. Et personne ne savait pour vous deux? Presque personne. Une amie, Régine, avait deviné. Et plus tard, j'ai tout raconté à Henri, mon second mari. Mais c'est tout. Le village me connaissait comme la veuve dévouée de Fernand, qui pleurait fidèlement son mari chaque dimanche sur sa tombe. « Mais ce n'était pas lui que tu pleurais, a-t-elle murmuré, comprenant enfin. Non, c'était Didier. Toujours Didier. Elle a serré ma main plus fort, les larmes aux yeux. C'est l'histoire la plus triste et la plus belle que j'ai jamais entendue. Nous sommes restés là, main dans la main, laissant le vent emporter cette vérité que j'avais gardée secrète pendant si longtemps. Puis, d'un commun accord, nous avons quitté le cimetière et sommes retournés vers le village où la fête continuait. En chemin, nous avons croisé Denise qui semblait nous chercher. « Ah, vous voilà !» s'est-elle exclamée. « Je me demandais où vous étiez passé. »« Vous avez été au cimetière, je suppose, rendre hommage à Fernand ?» Il y avait cette même lueur inquisitrice dans ses yeux, cette même curiosité malsaine qui m'avait tant fait souffrir autrefois. Mais cette fois, je n'ai ressenti ni peur, ni honte. « Oui, Denise, » ai-je répondu calmement. « Je suis allée voir sa tombe. Mais vous savez, après toutes ces années, je me demande si je l'ai jamais vraiment pleuré. » Son visage s'est figé de surprise. « Que voulez-vous dire? Tout le village vous voyait là-bas chaque dimanche, pendant des années. » J'ai souri, un sourire sans joie. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas? On ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans le cœur des autres. Je l'ai laissé là, bouche bée, et j'ai continué mon chemin avec Diane. Pour la première fois de ma vie, j'avais osé dire une part de vérité à cette femme qui avait incarné le jugement du village pendant tant d'années. Et étrangement, cela m'avait libérée plus que je ne l'aurais cru possible. Le soir, alors que nous nous préparions à repartir, Diane m'a demandé « Tu ne regrettes pas d'être venue ?» « Non, » ai-je répondu, surprise de constater que c'était vrai. « Je ne regrette pas. C'était important de revenir ici une dernière fois, de faire face à ce passé que j'ai fui pendant si longtemps. » Tu crois que Denise va répandre ce que tu lui as dit? Sur le fait que tu n'as jamais vraiment pleuré Fernand? J'ai ri doucement. Oh, sans aucun doute. C'est ce qu'elle a toujours fait. Colporter des histoires, des rumeurs. Mais tu sais quoi? Ça n'a plus d'importance. Les gens qui comptaient pour moi connaissent la vérité, ou du moins l'essentiel. Le reste peut rester dans le passé. Sur le chemin du retour, Diane est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit « Tu sais, je crois que je comprends maintenant pourquoi mon père t'a toujours traité comme une partie de notre famille. Ce n'était pas seulement par gentillesse, c'était parce que, d'une certaine façon, tu l'es vraiment. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « Merci, Diane. Tu ne peux pas savoir ce que ça signifie pour moi. Cette visite au village a marqué un tournant dans ma vie. » C'était comme si, en affrontant ce passé que j'avais tant redouté, j'avais finalement réussi à l'exorciser. J'ai cessé de me sentir coupable, de me juger moi-même pour les choix que j'avais faits ou que je n'avais pas osé faire. J'ai commencé à voir ma vie comme un tout, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines, ses amours et ses pertes. Quand Diane est retournée à Paris, elle m'a fait promettre de lui écrire mon histoire, toute mon histoire, du début à la fin. Pour que je puisse la comprendre pleinement, a-t-elle dit, pour que je puisse peut-être un jour la raconter à mes propres enfants. J'ai accepté, bien que l'idée de mettre sur papier tous ces souvenirs douloureux m'effrayait un peu.
Mais j'ai commencé à écrire, d'abord quelques lignes par jour, puis des pages entières. L'écriture est devenue une thérapie, une façon de donner un sens à tout ce que j'avais vécu. Et c'est ainsi que, à l'âge de 76 ans, j'ai commencé à rédiger les mémoires d'une vie qui n'avait pas été celle que j'avais imaginée, mais qui avait néanmoins été riche, complexe, parfois déchirante, mais aussi remplie d'amour et finalement de liberté. Les années ont continué à s'écouler, comme les vagues qui ne cessent jamais de venir caresser le rivage près de ma maison. J'ai maintenant 83 ans, et le temps a laissé ses marques sur mon corps. Mes mains sont ridées, mes pas plus lents, ma vue moins précise. Mais étrangement, mes souvenirs, eux, semblent devenir plus nets avec l'âge. Comme si le temps, en s'éloignant, me permettait de voir avec plus de clarté les événements qui ont façonné ma vie. Les mémoires que j'ai commencé à écrire pour Diane sont devenus un projet bien plus important que je ne l'avais imaginé. Ce qui devait être une simple lettre s'est transformé en un manuscrit de plusieurs centaines de pages. Écrire a été comme ouvrir une vanne que je ne pouvais plus refermer. Les souvenirs affluaient, certains douloureux, d'autres doux, tous essentiels à l'histoire que je voulais raconter. Diane venait me voir régulièrement pendant que j'écrivais. Elle s'asseyait près de moi, lisait les pages que je venais de terminer, posait des questions, m'encourageait quand je m'arrêtais, épuisée par les émotions que ses souvenirs réveillaient. « C'est important ce que tu fais », me disait-elle souvent. « Tu ne racontes pas seulement ton histoire, tu racontes celle de toutes ces femmes qui ont dû vivre dans l'ombre, qui ont dû cacher leurs sentiments, leurs désirs, leur véritable nature. » Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Pour moi, c'était simplement mon histoire, singulière, personnelle. Mais Diane avait raison, bien sûr. Mon parcours, aussi unique qu'il puisse paraître, reflétait celui de nombreuses femmes de ma génération, prises dans les conventions sociales, les mariages arrangés, le devoir et les apparences. Quand j'ai finalement terminé d'écrire, près de 2 ans plus tard, Diane a insisté pour que je publie ses mémoires. « Les gens ont besoin d'entendre cette histoire », affirmait-elle. Elle pourrait toucher tellement de personnes. Mais je n'étais pas prête pour cela. L'idée que des étrangers puissent lire les détails les plus intimes de ma vie me terrifiait. J'avais écrit pour Diane, pour Philippe, pour leurs enfants peut-être, pour que cette partie de leur histoire familiale ne soit pas perdue, pas pour le monde entier. Un jour, peut-être, ai-je dit à Diane, après ma mort, si tu le souhaites, mais pas maintenant. Elle a respecté ma décision, bien que je puisse voir qu'elle était déçue. À la place, elle a proposé une autre idée. Et si tu racontais ton histoire d'une autre façon, pas sous forme de livre, mais peut-être en parlant directement aux gens? C'est ainsi qu'est né ce projet, ces confessions que vous êtes en train d'écouter. Diane, avec son talent pour la technologie que je n'ai jamais vraiment compris, a tout arrangé. Elle m'a expliqué que je pourrais partager mon histoire sans révéler mon identité, que les gens pourraient l'entendre sans me voir, sans savoir qui j'étais vraiment. Cela m'a semblé être un bon compromis. Au début, j'étais terriblement nerveuse. Comment parler à un public invisible? Comment trouver les mots justes pour exprimer ce que j'avais vécu? Mais Diane m'a rassurée, m'a guidée, et petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise avec cette idée. Pendant que nous préparions ce projet, ma santé a commencé à décliner. Rien de grave au début, juste cette fatigue qui ne partait jamais, ces douleurs dans les articulations que je mettais sur le compte de l'âge. Puis un jour, j'ai fait un malaise dans mon jardin. Diane était avec moi, heureusement, et a appelé une ambulance immédiatement. Le diagnostic est tombé comme un coup près, un cancer, déjà avancé. Les médecins ont parlé de traitement, de chimiothérapie, de radiation. Mais à mon âge, avec un cancer déjà si développé, les chances étaient minces et les traitements seraient éprouvants. Je ne veux pas passer le temps qu'il me reste dans un hôpital, ai-je dit à Diane après avoir écouté les médecins. Je veux rentrer chez moi, voir la mer tous les jours, continuer à peindre tant que je le peux encore. Elle a pleuré, bien sûr, a supplié, a essayé de me convaincre de suivre les traitements. « Tu ne peux pas abandonner, pas maintenant », disait-elle. Pas quand tu as enfin commencé à partager ton histoire.
Mais ma décision était prise. Je suis rentrée chez moi avec la promesse de soins palliatifs pour atténuer la douleur quand elle deviendrait trop forte. Philippe est venu avec Claire et les jumeaux, qui étaient maintenant de jeunes adolescents. Nous avons passé une semaine merveilleuse ensemble, à se promener sur la plage quand j'en avais la force, à regarder des albums photos, à parler du passé et de l'avenir. Philippe m'a prise à part un soir, alors que les autres étaient déjà couchés. « Je voulais vous remercier, a-t-il dit doucement, pour tout ce que vous avez fait pour notre famille, pour avoir gardé vivante la mémoire de mon oncle, pour avoir été là pour Diane, pour nous tous. »« C'est moi qui devrais vous remercier, » ai-je répondu, ému. « Vous m'avez offert une famille, un lien avec Didier que je n'aurais jamais cru possible. » Il a hésité un moment, puis a demandé « Puis-je vous poser une question personnelle ?» J'ai acquiescé, curieuse. Diane m'a dit que vous et mon oncle, que vous étiez plus que des amis. Je me suis raidie, incertaine de sa réaction. Même après toutes ces années, l'habitude de cacher, de nier, était forte. « C'est vrai, » ai-je finalement admis. Nous nous aimions, profondément. Il a hoché la tête, comme si cette confirmation ne faisait que confirmer ce qu'il avait déjà deviné. Je m'en doutais, d'une certaine façon. La manière dont vous parliez de lui, dont vous vous rendez sur sa tombe chaque année, et puis, il y a eu ce testament où il vous laissait tout. Mon père n'a jamais compris pourquoi. Votre père savait pour nous? Je ne crois pas. Il pensait que vous étiez juste une connaissance, peut-être une amie. Mais moi, j'ai toujours senti qu'il y avait plus. Il y a eu un silence, puis il a ajouté. Je suis heureux qu'il ait connu l'amour avant de mourir. Mon père le décrivait toujours comme un homme solitaire, triste. Savoir qu'il a eu vous dans sa vie, ça change tout. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne saurais le dire. Savoir que Philippe ne me jugeait pas, qu'il était même heureux de ce que Didier et moi avions partagé, a été comme un baume sur une blessure que je portais depuis si longtemps. Après leur départ, Diane est restée avec moi. Elle a pris un congé de son travail d'enseignante aux Beaux-Arts pour s'occuper de moi. J'ai protesté, bien sûr. « Tu ne peux pas mettre ta vie entre parenthèses pour une vieille femme, lui ai-je dit. Tu n'es pas juste une vieille femme, a-t-elle répondu fermement. Tu es ma grand-mère de cœur, et je ne veux pas manquer ces moments avec toi. Alors elle laisse rester, et nous avons mis à profit ce temps précieux pour finaliser ce projet d'enregistrement. Chaque jour, quand je me sentais assez forte, je dictais une partie de mon histoire, et Diane enregistrait. Parfois, la fatigue ou la douleur m'obligeait à m'arrêter au milieu d'une phrase, et nous reprenions le lendemain. D'autres fois, les souvenirs étaient si vifs, si intenses, que je parlais pendant des heures sans m'arrêter. La maladie progressait, inéluctablement. Il y avait des jours où je ne pouvais pas quitter mon lit, où même respirer demandait un effort. Mais étrangement, mon esprit restait clair, comme si mon corps et mon âme se séparaient déjà, l'un s'affaiblissant tandis que l'autre se renforçait. Un soir, alors que je me sentais particulièrement mal, j'ai demandé à Diane de m'amener à la plage. « C'est trop risqué, » a-t-elle protesté. « Tu es trop faible. »« S'il te plaît, » ai-je insisté. « Je veux voir la mer une dernière fois. » Elle a finalement cédé, m'enveloppant dans des couvertures et me portant presque jusqu'à la petite crique en contrebas de ma maison. Là, assise sur le sable, enveloppée dans la chaleur de la fin d'été, j'ai regardé le soleil se coucher sur l'océan. Les couleurs étaient plus vives que jamais. Le orange, le rose, le violet se mêlant dans un spectacle d'une beauté à couper le souffle. « Je me demande s'il peut me voir, » ai-je murmuré. « Qui ?» a demandé Diane, bien qu'elle connaisse probablement la réponse. « Didier. Je me demande s'il peut me voir d'où il est, s'il sait que j'ai finalement réalisé notre rêve, vivre au bord de la mer, voir ce coucher de soleil chaque soir. » Elle a pris ma main, l'a serrée doucement. « Je suis sûre qu'il le sait. Je suis sûre qu'il t'a vu tout ce temps. » Nous sommes restés là jusqu'à ce que les premières étoiles apparaissent dans le ciel. Puis, Diane m'a ramenée à la maison, m'a aidée à me mettre au lit. J'étais épuisée, mais sereine, comme si cette petite excursion avait été exactement ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là,
j'ai rêvé de Didier. Pas le Didier malade que j'avais vu pour la dernière fois dans ce lit d'hôpital, mais le Didier fort, souriant, plein de vie que j'avais aimé. Dans mon rêve, nous marchions sur une plage, main dans la main, sans nous cacher, sans avoir peur du regard des autres. Il me montrait une maison au loin, notre maison, disait-il, celle que nous aurions dû avoir ensemble. Je me suis réveillée avec les larmes aux yeux, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude pour ce rêve qui m'avait permis de le revoir, de le toucher, même si ce n'était qu'en songe. Les jours qui ont suivi, j'ai senti mes forces diminuer rapidement. Les médecins avaient prévenu que cela pourrait arriver. Un déclin soudain après une période de relative stabilité. Diane a appelé Philippe, qui est revenu avec sa famille. Même les jumeaux, d'habitude si pleins d'énergie, étaient calmes, comme s'ils sentaient la gravité du moment. Nous avons finalisé les derniers enregistrements, ceux que vous écoutez maintenant. J'ai insisté pour terminer, même quand parler devenait difficile. C'était important pour moi de finir ce que j'avais commencé, de raconter mon histoire jusqu'au bout. Et maintenant, alors que je sens la fin approcher, je ressens une étrange paix. J'ai vécu une vie compliquée, parfois douloureuse, souvent marquée par la peur et les regrets. Mais j'ai aussi connu l'amour, un amour si grand, si pur, qu'il a survécu à la mort et au temps. J'ai eu la chance de rencontrer d'autres âmes généreuses sur mon chemin, Régine, Henri, Philippe, et bien sûr, ma chère Diane. Si je pouvais laisser un message à ceux qui écoutent cette histoire, ce serait celui-ci. N'ayez pas peur de vivre selon votre cœur. N'attendez pas, comme je l'ai fait, que le temps vous échappe pour oser être vous-même. Le jugement des autres est éphémère, mais les regrets peuvent durer toute une vie. J'ai passé trop d'années à pleurer des larmes qui n'existaient pas, à porter un masque qui n'était pas le mien. Mais j'ai aussi appris qu'il n'est jamais trop tard pour trouver sa vérité, pour vivre authentiquement, même si ce n'est que pour quelques années, quelques mois, quelques jours. L'amour, le vrai, celui qui vous transforme et vous élève, vaut tous les risques, tous les sacrifices. Didier me l'a appris, même si notre temps ensemble a été si court. Et c'est peut-être la plus grande leçon de ma vie, que l'amour, même bref, même caché, peut éclairer toute une existence. Alors voilà, mon histoire est terminée. Je vous remercie de l'avoir écoutée, de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers mon passé. J'espère qu'elle vous aura touché, qu'elle vous aura peut-être fait réfléchir sur vos propres choix, vos propres vérités. Et si vous vous demandez ce qu'il est advenu de cette vieille femme qui vous parle, sachez que j'ai vécu mes derniers jours entouré d'amour, avec la mer pour horizon et la paix dans le cœur. Je pars sans regret, sachant que mon histoire survivra à travers ces enregistrements, à travers Diane, Philippe et leurs enfants. Et peut-être, juste peut-être, que quelque part, Didier m'attend, prêt à me montrer cette maison au bord de la mer que nous avions tant rêvé de partager.